Bienvenue sur France 24, vous regardez le journal de l'Afrique. Tout de suite, les titres. Des opposants en exil forment un gouvernement malien pour dénoncer le régime de la junte au pouvoir, alors que des voix critiques s'élèvent au sein même du mouvement du Premier ministre Maïga. La discrimination positive mise en place en Afrique du Sud après l'apartheid laisse un marché du travail encore très segmenté pour la communauté noire. Et justement, le travail pour sortir le handicap de l'invisibilité. Le Maroc forme des jeunes pour les rendre autonomes et sortir des préjugés. Je vous le disais en titre, le Mali a un nouveau gouvernement formé par des personnalités politiques en exil. Alors avec la création d'institutions parallèles, des opposants au régime disent vouloir dénoncer ainsi, je cite, le musellement de la classe politique. Alors la formation d'un gouvernement pour une transition civile dans un pays qui n'a pas organisé d'élection en février comme prévu. Notre correspondant régional, Serge Daniel, est avec nous sur le plateau pour en parler. Bonsoir Serge. Alors comment en est-on venu à former ce gouvernement parallèle et surtout, qui en est à la tête? Il faut savoir deux choses. Il n'y a plus de partis politiques qui exercent au Mali. Les partis politiques sont interdits d'exercer leurs droits, de s'exprimer, les associations politiques aussi. Et donc vous avez des opposants qui ont quitté le pays, notamment, et qui ont décidé de former donc un gouvernement en exil. Mettons quand même le gouvernement en exil. C'est un gouvernement de 7 membres, dont 2 femmes. Le président, il n'y a pas de président parce qu'ils disent que le président doit être élu, donc il y a plutôt un Premier ministre donc désigné qui s'appelle Chérif Koné. C'est un magistrat. Il faut savoir que c'était le premier avocat général de la Cour suprême du Mali. C'est un personnage assez connu. Il était très critique vis-à-vis du gouvernement malien, qui a finalement radié de l'ordre des magistrats du Mali. Il est en exil actuellement et c'est lui qui dirige ce gouvernement. Ce qu'il dit, c'est simple, c'est que la transition doit prendre fin. Il faut des élections démocratiques et les citoyens doivent s'exprimer librement. Voilà ce que dit Chérif Koné. Alors c'est un gouvernement plutôt symbolique. C'est symbolique pour pouvoir avoir accès aux médias, pour pouvoir s'exprimer et pour contester la junte de l'extérieur. Il faut dire quand même qu'ils ont des liens à l'intérieur. Mais ceux qui sont à l'intérieur ne s'expriment malheureusement pas. Et justement, en parlant d'intérieur, il faut ajouter qu'avec cette annonce, il y a eu également des critiques au sein même du soutien du Premier ministre. Oui, tout à fait. Et ce lundi d'ailleurs, le signataire d'un mémorandum très critique vis-à-vis du gouvernement, qui est proche du Premier ministre, qui est son chargé de mission, a été arrêté. Et dans ce mémorandum, il est dit 2 choses. Non, les militaires ne doivent pas jouer aux prolongations. 2, ils ne doivent pas avoir le grade de général, parce que pour le moment, ils sont colonels. Et que les assises nationales ont demandé à ce qu'on leur donne le grade de général. Ce que disent également dans ce mémorandum, c'est que les militaires doivent tout faire pour que la transition prenne fin. On insiste là-dessus. Le Premier ministre malien, il faut le dire, est isolé aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui a un poids. Depuis 6 mois, il ne pèse plus sur la vie politique locale. Et l'impression que les gens ont, c'est qu'ils veulent affronter les militaires, en tout cas tenter d'affronter les militaires. Et justement, son conseiller qui a été arrêté aujourd'hui à cause de ce mémorandum anti-junte, on va lui poser notamment 2 questions. Est-ce que le Premier ministre était informé du mémorandum? Est-ce qu'il a participé à sa rédaction? Et est-ce que le ministre de la Refondation, qui est proche du Premier ministre également, a participé à la rédaction de ce mémorandum? Disons que la transition au Mali est à la recherche d'un nouveau souffle et qu'on parle de remaniement ministériel, de changement de Premier ministre. Et c'est dans ce contexte que ce chargé de mission qui est proche du Premier ministre a été arrêté. Et en parlant justement de contexte, la question sécuritaire est très compliquée en ce moment. Ce week-end a été particulièrement meurtrier. Tout à fait. Il y a eu des efforts d'équipement. Il y a Wagner, des mercenaires russes qui sont arrivés, mais la situation est quand même critique. 19 civils ont été tués ce week-end. C'est ce que vous lui dites, c'était au centre du pays. Au centre du pays, vous avez des localités qu'on ne peut pas fréquenter, on ne peut pas aller dans des localités, parce que les localités sont contrôlées par les djihadistes. Depuis mi-avril, vous avez plus d'une centaine de citoyens, de civils qui ont été enlevés par des djihadistes. On n'a toujours pas de leurs nouvelles. Donc, le Mali n'arrive pas encore à faire face totalement aux problèmes sécuritaires qui subsistent dans le pays, que ce soit au centre d'ailleurs comme au nord, même s'il y a quelques efforts, comme je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup. On continuera à suivre la situation au Mali. Merci beaucoup, Serge Daniel, notre correspondant régional.
On passe à présent en RD Congo. De nouvelles violences sont à signaler dans l'est du pays. Des affrontements qui opposent l'armée congolaise, appuyée par des milices locales, les Wazalando, aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. L'armée congolaise dit avoir lancé une offensive pour reprendre le contrôle de certaines localités dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Les précisions Aurélie Bazara-Kibangula. Des détonations d'armes lourdes ont été entendues tôt ce matin dans la région de Rwindi. Alors depuis plusieurs jours, des affrontements sont signalés sur plusieurs lignes de front dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Des combats qui ont poussé des civils à fuir la zone. Aucun bilan de ces affrontements n'a pour l'instant été communiqué. Alors le porte-parole des FARDC du Nord Kivu, le colonel Guillaume Djike, a affirmé que l'armée a lancé une offensive contre les positions des rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise. L'armée affirme même avoir repris des positions. De son côté, le M23 dément et parle, je cite, de reprise virtuelle. Les affrontements ont repris alors que les rebelles du M23 se sont emparés début mai de la mine stratégique de Rubaya. C'est l'une des plus grandes mines de coltan au monde. Une offensive qui intervient aussi après l'explosion le 3 mai d'une bombe au camp de Mugunga qui avait tué 35 personnes selon les autorités. Alors la communication des FARDC sur cette offensive, c'est un moyen pour l'armée de montrer qu'elle est efficace alors qu'elle est de plus en plus critiquée dans l'est du pays selon un spécialiste des questions sécuritaires. Un moyen aussi de faire pression alors que le processus de paix de Luanda est au point mort. Si en coulisses les discussions se poursuivent, il n'y a pas de réelles avancées diplomatiques. Le compte à rebours a commencé pour les élections en Afrique du Sud. Parmi les dossiers de campagne, le débat sur la discrimination positive mise en place depuis la fin de l'apartheid. Aujourd'hui, la communauté noire peine encore à accéder à certains postes, et ce malgré un système censé permettre la redistribution des richesses et des emplois. Reportage Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Ce garage est l'exemple parfait d'une affaire qui marche. Il emploie depuis 4 ans une dizaine de personnes. Joy et Marc ont toujours rêvé d'avoir leur propre entreprise. Comme ils viennent de milieux défavorisés, ils ont bénéficié des mesures du BBBEE, l'acronyme d'un arsenal législatif mis en place en 2003 qui donne des avantages aux entrepreneurs de couleur. Pour avoir du travail, des contrats du gouvernement, pour avoir accès aux appels d'offres, c'est très important pour avancer. Mais en échange d'un accès privilégié au marché public, les sociétés doivent en retour embaucher et former des ouvriers noirs, métis ou indiens. L'aide est précieuse, mais les changements sont lents. J'ai le sentiment que les choses pourraient être accélérées, que comme nous, beaucoup pourraient les faire, voudraient les faire, et les feraient s'il y avait plus d'accès. Si les sociétés cotées à la bourse de Johannesburg ont changé le profil de leurs équipes de direction, l'accès au grand capital reste limité. La transformation est encore plus lente parmi les petites et moyennes entreprises. Les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2,5 millions d'euros n'ont pas à se plier aux nouvelles règles. Pour ce professeur en sciences économiques, il faut continuer à résorber les inégalités. On est sur la bonne trajectoire, mais est-ce qu'on est en train d'aboutir à une transformation de fond ou à la création d'une élite noire, les aristocrates? Nous devons vraiment nous assurer qu'il y a un véritable changement et pas une reproduction des inégalités. À l'exemple du gouverneur de la province du Cap, l'opposition fait, elle, de son côté, campagne pour abandonner complètement les critères raciaux dans le monde des affaires sud-africains. Il va falloir donner une date limite à cette politique, et ça n'a pas marché. Si ça avait marché, on aurait vu un changement majeur. Là, ça fonctionne pour une petite poignée de personnes, mais pas pour la majorité. Principal vecteur de mobilité sociale, cette politique de discrimination positive a malgré tout permis de créer rapidement une génération d'entrepreneurs en Afrique du Sud. En Tunisie, les journalistes ont de nouveau manifesté ce lundi en soutien à leurs 2 collègues emprisonnés. Mourad Zeghidi et Borem Sayes ont été condamnés à 1 an de prison pour leur analyse politique critique du pouvoir. Une autre enquête pour suspicion de blanchiment d'argent a également été ouverte. De son côté, le président Raïs Saïed maintient que la liberté d'expression est garantie dans le pays. Mais les journalistes dénoncent un sentiment de peur au sein de la profession. Dans un pays qui a vécu une révolution, donc c'est paradoxal d'appliquer des décrets liberticides sur la base du travail journalistique. C'est ça le comble aujourd'hui.
En tant que syndicat, on va militer, on va continuer nos actions qui vont se poursuivre pour finalement revendiquer la libération des journalistes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un sentiment de peur au sein de la profession et de plusieurs rédactions, surtout que nous voyons une forme de régression des libertés. Nous déplorons aussi l'absence de débat ou de communication sur le plan politique. Mais il y a encore des voix qui se font entendre et des journalistes qui tentent de faire un travail de terrain face à ce qui se passe. Et direction à présent le Tchad avec son nouveau Premier ministre qui a officiellement pris ses fonctions. Alama Yalina a dévoilé son gouvernement et c'est finalement une équipe plus ou moins connue avec très peu de nouvelles têtes et 7 femmes. Ghislaine Alataroum nous en dit plus. C'est une nouvelle ère, celle de la 5e République qui s'ouvre au Tchad avec l'annonce du nouveau gouvernement ce lundi. Une équipe de 27 ministres, dont 7 femmes. Le Premier ministre Alama Yalina, nommé le 23 mai au soir de l'investiture du président Mahamad Idriss Déby Itno, a choisi de faire confiance aux habitués de la politique tchadienne tels que Tahir Hamid Giling au ministère des Finances ou encore Tom Erdemi à l'enseignement supérieur. À noter tout de même 14 entrants. Parmi les changements notables, on peut citer le ministère des Affaires étrangères, jusque-là dirigé par le diplomate d'expérience Mahamad Saleh Anadif. Et c'est désormais Abdrahman Koulamala, âgé de 69 ans, anciennement ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui prendra ce rôle. Au ministère de la Défense, c'est Issa Maloua, général à la retraite, qui a été choisi. Amina Priscille Longo est maintenue en tant que ministre d'État et de la femme. La nouvelle équipe sera officiellement présentée lors de leur premier conseil à des ministres prévus très prochainement. En Guinée, les plaidoiries dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuivent. Après les avocats des parties civiles et le parquet, la parole est revenue ce lundi aux avocats de la défense des accusés. Maître Bombimara rejette les faits reprochés au capitaine Moussa, Dadi Camara et ses co-accusés. Lorsque le parquet sollicite respectueusement auprès du tribunal ou requiert la réclusion criminelle à perpétuité, je connais ses intentions. C'est dans la posture de la réqualification que le parquet se trouve, un crime contre l'humanité. Pendant que lui-même, il sait, dans l'ordonnance, il ne trouve absolument rien. Nous allons mouiller, s'il le faut, revenir là-dessus. Nous allons dire encore ce droit, parce qu'on n'invente rien. Et rubrique judiciaire toujours, mais cette fois au Gabon. L'ex-directeur de cabinet d'Ali Bongo a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle, dont 3 ans ferme, pour détournement de fonds publics. Mais cependant, Brice Lacruche Alianga ne retournera pas en prison car il a déjà purgé la totalité de sa peine. La Cour a estimé que lui, ainsi que son présumé complice, Tony Ondomba, ancien ministre des Mines, n'étaient que de simples exécutants dans les détournements de fonds publics. Une décision de justice saluée par les défenseurs des droits de l'homme. Et je vous propose d'écouter Lionel Ngonga, président de l'ONG SOS Prisonniers. La décision qu'elle a rendue coïncide avec la durée de la détention préventive que M. Brice Lacruche Alianga et Tony Ondomba avaient déjà effectuée à la prison centrale. Rappelez-vous que tous les deux avaient été placés sous mandat de dépôt depuis le 13 décembre 2019. Donc c'est un bon droit que la Cour a rendu une décision, bien que les condamnants, mais qui sont définitivement libres. Sauf si les avocats partent en cassation. Même là, le pouvoir en cassation n'est pas suspensif. Ça veut dire que la décision de la Cour s'exécute toujours en attendant la décision de la Cour de cassation, s'il y a bien sûr un pouvoir en cassation. Au Maroc, des ONG tentent d'aider les personnes vivant avec un handicap mental à avoir accès au marché du travail. Plusieurs initiatives forment des jeunes dans l'espoir de confronter les préjudices de la société et de leur donner un futur autonome. Clémence Valère. Ils sont une soixantaine à travailler dans cet établissement marocain dédié à l'intégration professionnelle de personnes vivant avec un handicap mental. Créé en 2016 par les ONG et le gouvernement, le Centre d'insertion et d'aide par le travail vise à former des jeunes pour les insérer dans le marché du travail. Le centre propose certains services en partenariat avec des administrations. Ces prestations sont réalisées par les jeunes du centre, ce qui nous a permis de gagner la confiance du public en démontrant la qualité de notre travail. Agriculture, vente, cuisine ou bien restauration, ils font partie des formations proposées aux élèves qui seront ensuite mis en situation de travail dans des conditions adaptées.
Le but est de parvenir à intégrer ces personnes dans des entreprises externes et leur permettre d'être financièrement indépendants. La clientèle apprécie particulièrement nos services et leur qualité, ce qui fidélise nos clients et les incite à revenir régulièrement. Notre attention portée à leur satisfaction est un élément clé de leur fidélité. Selon un rapport de l'ONG Handicap International de 2020, plus de 5% de la population marocaine serait en situation de handicap, soit une famille sur 4. L'accès au marché du travail reste limité pour ces personnes. Une enquête nationale datant de 2014 a révélé que le taux de chômage parmi les Marocains concernés serait 5 fois plus élevé que pour ceux qui sont non handicapés. Pour tenter de pallier les besoins, 6 autres centres ont été ouverts à travers le pays, accueillant 228 étudiants actuellement. Bien que les initiatives donnent espoir, selon les ONG locales, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour changer la mentalité de la société. Et c'est la fin de cette édition du Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.